Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro d'épisode suivant. Je suis ravi de vous retrouver là en pleine canicule, il fait très bon dans le studio, sachez-le, on est très à l'aise aujourd'hui, ça fait un peu du bien, on va pas se mentir, parce qu'on a chaud, et quand on a chaud, ce qui est mieux c'est de s'enfermer chez soi, de fermer les volets, de se mettre dans le noir, et qu'est-ce qu'on peut faire? On regarde des séries dans les meilleures conditions possibles, et il y en a une qui vient de sortir, c'est le moment ou jamais de la voir avant que ça spoil de partout, on essaiera de pas le faire dans l'émission, c'est la saison 3 de Squid Game, bien sûr. Véritable phénomène international depuis la première saison en 2021. On va vous dire un peu ce qu'on a pensé sans spoiler encore une fois trop de cette nouvelle saison. Et puis on reviendra un peu sur la hype. Est-ce que la hype a tenu depuis 2021? Voilà, on rappelle la série la plus vue de Netflix de l'histoire. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que cette fin vaut le coup? Et puis ça nous permettra aussi d'élargir un petit peu ce que je voulais parler de ça au K-drama. Voilà, c'est un peu les séries coréennes qui ont déferlé en France et dans le monde, notamment après Squid Game, le carton Squid Game. C'est un genre à part entière qui captive aujourd'hui le monde entier. On va voir en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça recouvre, ce terme de K-drama. Et on va essayer de vous faire découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas ces séries, quelques exemples à suivre et à regarder sur votre télé. Deux invités avec moi pour cette émission, deux candidats prêts à en découdre jusqu'à la mort, peut-être pas. Allez, on va dire que l'émission est quand même plus sympa. À ma gauche, Julie. Salut. Salut, Comment ça va Julie? La forme? Très bien. Je rappelle que tu es chef de la rubrique cinéma et séries au Journal du Geek et désormais une habituée des pilotes suivants. Voilà, tu connais bien le plateau. Ravi de te recevoir une nouvelle fois, toujours un plaisir. Et puis à ma droite, une nouvelle tête, c'est Marcus Dupont-Bénard. Salut Marcus. Salut, c'est un plaisir d'être là et pas seulement pour la clim. Voilà, c'est le petit bonus, c'est le petit cadeau du jour, c'était pas prévu. Marcus, tu es journaliste à Numérama, tu es passionné par les séries coréennes. Oui, c'est une passion et en même temps, j'en traite aussi à un niveau dans mon travail. Exactement. Donc les deux choses se rejoignent avec beaucoup de plaisir. Exactement, tu conseilles régulièrement sur le site de Numérama des séries coréennes justement à regarder pour étendre ce genre en France. Et tu vas nous partager ta passion aujourd'hui, merci d'être là. Squid Game et le phénomène des K-dramas, c'est le débat de la semaine d'épisode suivant. Et ça y est, Squid Game, c'est fini. En tout cas, pour cet arc narratif, on va dire, puisque la saison 3 s'est achevée sur Netflix, 4 ans, je disais, après la toute première saison, qui avait été un énorme phénomène. À l'époque, personne ne l'avait forcément vu venir. On ne regardait pas trop de séries coréennes, voire de séries asiatiques au sens large. Et puis d'un coup, Netflix nous sortait cette espèce de Battle Royale réinventé, ce jeu à la mort dans des décors en carton-pâte, avec des jeux inspirés de la cour de récré. Phénomène télévisuel de fou. Alors, on va essayer de pas trop spoiler cette saison 3, mais on va quand même un petit peu en parler. Si vraiment vous ne voulez absolument rien savoir, même pas avoir un avis ou quoi que ce soit, mettez sur pause, mettez la vidéo en favori quelque part, revenez après avoir vu la saison 3. Julie, Marcus, déjà, qu'est-ce que vous avez pensé au global de cette saison 3? Julie, vas-y, je te laisse commencer. Il y a du mieux et il y a du moins bien. Ouais. Bon, déjà, saison 3, moi je trouve que c'est une partie 2 qui Oui, cache. c'est clairement... On reprend exactement là où on avait laissé Ji-hoon à la saison 2, donc dans l'arène, avec tout ce qui s'est passé. Et moi, je trouve que c'est encore très redondant dans les mécaniques, dans les enjeux, dans les thématiques évoquées. Je trouve que là où la première saison était vraiment forte, elle frappait au bon endroit pour analyser la société coréenne, mais aussi la société à l'échelle mondiale, le consumérisme, la société de consommation, la démocratie. Là, on reprend les mêmes et on recommence, mais en moins bien. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais moi, je trouve que c'est un peu faible. Marcus? Je ne suis pas forcément d'accord, même si je comprends en fait qu'il y a une forme de déception. Je parle d'une déception globale dans les fans de Squid Game, mais je n'ai pas cette déception-là. Je suis très satisfait de cette conclusion et d'une œuvre qui a été fidèle à elle-même, en fait, pour moi. C'est-à-dire qu'elle n'a pas contourné son propos, elle n'a pas caricaturé son propos, elle a été au bout de ce que c'est. Et Squid Game, c'est la série anticapitaliste par excellence. Et jusqu'au bout, elle a obéi à ses codes, à ce pourquoi elle a été créée et à tout ce qu'elle entend nous dire, nous raconter et nous montrer. Et donc, j'ai trouvé que c'était en fait une fin cohérente. Ouais, ce que j'allais dire, parce qu'effectivement, il y a quand même, c'est le problème souvent de ces séries ou de ces films à très fort concept. C'est qu'au début, c'est génial parce qu'on se dit, waouh, c'est un truc qu'on n'avait pas vu, c'est hyper bien pensé, il y a une réflexion, etc. Puis souvent, à la fin, on se dit, ah, bon, ils n'ont pas trop su comment finir, c'est un peu compliqué, etc. Toi, tu dis, c'est cohérent, c'est la bonne fin pour la série. Moi, je pense qu'il faut vraiment dissocier l'image marketing, l'image conceptuelle qu'on a de Squid Game et ce que c'est en tant qu'œuvre.
Ok. Je pense que c'est l'une des très rares séries télé où il y a une vraie séparation, une dissociation entre l'image qu'on a d'elle et ce qu'elle est. C'est-à-dire que derrière, pour moi, il y a une œuvre d'auteur. Il y Ouais. a un vrai propos, il y a une critique d'une vraie puissance sur des sujets forts, sauf que ça a eu un succès exceptionnel et que du coup on a retenu une sorte de nouveau Battle Royale, nouveau Hunger Games basé sur ce concept des jeux. Mhm. Mais en fait, il ne faut pas retenir les jeux. Il faut retenir ce que les jeux nous disent, ce que les jeux nous montrent, ce que les personnages nous montrent. Et ouais, cette dissociation, je pense qu'il faut l'apercevoir pour mieux comprendre aussi comment le réalisateur a écrit ces deux nouvelles saisons, cette nouvelle saison coupée en deux. Ce qui est un peu paradoxal, et ce que dit Marcus, c'est qu'il faudrait ne pas retenir les jeux, mais finalement, je dis C'est- c'est ce qu'on va retenir, non? Exactement, je dirais même que les jeux, c'est la partie où ça se renouvelle le plus. Je trouve que dans l'écriture des personnages, en tout cas à titre personnel, j'ai trouvé ça assez lacunaire. Les personnages sont pas assez développés pour que je m'attache vraiment à Mhm. eux. Peut-être que je suis devenue aussi froide dans mon cœur que les VIP, mais je trouve qu'il y a plein d'effets qui tombent à l'eau et c'est tellement prévisible qu'en fait, on se prend plus de passion pour les jeux ou leur issue, on se prend plus de passion pour le destin des personnages. Enfin, en tout cas, moi, je me suis pas prise de passion pour ça, à quelques exemples près, mais même le personnage de Ji-hoon, en fait, est un peu laissé vivoter dans la deuxième saison. Enfin, Ouais. il est encore à l'épicentre du récit, mais je trouve que son développement, moi, me paraît un peu trop évident. Et oui, j'ai eu plus de mal à m'attacher, j'ai eu plus de mal à me... En fait, j'avais l'impression de commencer un jeu et de savoir déjà qui allait Oui, mourir, quoi. je vois un peu ce que tu veux dire, notamment parce que je trouve que les personnages évoluent pas beaucoup par rapport à Non. ce qu'ils étaient. C'est-à-dire qu'on a déjà un peu ceux dont on sait qu'ils sont les méchants, entre Oui. guillemets, c'est-à-dire qu'ils sont détestables et auxquels on va jamais se rattacher. Il y a ceux qui sont foncièrement bons et dont on sait que malheureusement, dans ce genre de série, il leur arrive pas forcément que des belles choses. Oui. Et il n'y a pas cet entre-deux de personnages qui auraient une vraie rédemption, où il y en a un petit peu, mais qui est un peu bancal. Et effectivement, le personnage de Ji-hoon, le personnage central, donc le joueur 456, dans cette deuxième partie de saison 2, est un petit peu plus du tout acteur de son Non. destin. Il se laisse un peu porter par les événements, comme si lui-même était un peu lassé finalement de voir les mêmes jeux se rejouer avec les mêmes personnages qui font les mêmes erreurs face à lui. Il a beau les alerter en permanence, ne faites pas ça, ne faites pas ça, il se rend bien compte qu'il n'a aucune emprise finalement. Et c'est aussi peut-être ça une parabole un peu cynique ou en tout cas pessimiste de la lutte contre le capitalisme quelque part. Oui. C'est-à-dire que même le chevalier blanc finalement n'a aucun impact, il ne pourra pas empêcher le système de continuer à manger les gens, quoi. Ce nihilisme-là, cette redondance des saisons 2 et 3 est importante. Ouais. En fait, avec les Coréens, rien n'est jamais laissé au hasard. Ce qu'on peut penser être une aporie scénaristique va être un choix. Ça, c'est vraiment caractéristique de toute la fiction coréenne, cinéma, série, livre. Et par exemple, si on a l'impression que le destin d'un personnage finalement ne mène à rien, je ne vais pas spoiler du coup, mais il y a l'un des personnages où j'ai vu qu'effectivement le public avait la sensation que ça n'avait pas mené à quelque chose de concret. Ouais. En fait, ça c'est un choix. Et c'est un choix qui exprime quelque chose, qui exprime justement une forme de nihilisme, une forme de... on est blasé. C'est ça que ça veut dire, on est blasé. Et quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'on agisse, ça ne change pas le système. Mais ces saisons-là mettent quand même l'accent sur le fait qu'il est important de retrouver ce choix et cette action, peu importe que ça ait des conséquences ou pas. Donc je pense que c'est ça la toile de fond de cette suite, où tout se reproduit à nouveau, mais on a de nouveau des bonnes actions, on a de nouveau des gens qui essayent de se battre. Ouais. Et c'est une sorte d'espoir dans un contexte où l'espoir ne sert à rien. Et donc c'est un questionnement sur comment on réussit à reprendre le pouvoir dans un monde capitaliste qui nous retire le pouvoir, qui nous retire le choix et qui bousille un peu la notion de démocratie. Hein, c'est ce que dit Squid Game. On verra les chiffres d'audience, qui seront sans doute énormes, mais est-ce qu'ils seront aussi énormes que les premières saisons? On verra. Est-ce que vous avez le sentiment que la hype Squid Game, elle est encore là? Est-ce qu'après les 2 premières saisons, après 4 ans, c'est encore la série que tout le monde va regarder? Il y a l'attente, il faut la regarder dans la semaine, etc. Je pense que oui, on le voit bien sur les réseaux sociaux, il commençait à y avoir pas mal de vidéos, de contenus qui essayent d'analyser la fin, notamment une scène qui va faire débat, je pense. Mais
Oui, il y a encore une hype autour de Squid Game. Les premiers chiffres sont tombés ce matin. Ouais. 61,2, je crois, millions de vues en 3 jours. C'est le meilleur lancement d'une série sur Netflix et d'une saison sur Netflix, toutes langues confondues. Donc oui, on peut dire que Netflix a encore misé sur le bon cheval avec cette saison 2. Reste à voir... cette saison 3, pardon. Je ne m'y fais pas, c'est pas une saison 2.2. Et surtout en misant sur une sortie 6 mois plus tard, ça permet de rester dans l'instantanéité du moment et de créer l'événement à 6 mois d'intervalle. C'est bien pratique en termes d'abonnement, c'est très pratique. La hype, tu la sens encore, toi, de ton côté, autour de toi? À part du coup la déception qui est quand même palpable. Ouais. Mais la hype est toujours là, oui, les gens se sont jetés dessus, tout simplement. Donc je disais les chiffres, donc on est à déjà plus de 60 millions pour cette saison 3, 2.2, voilà, on l'appelle comme on veut. Je récap quand même les chiffres des premières saisons. C'était 265 millions de vues pour la saison 1, saison la plus vue de l'histoire de Netflix, toutes langues confondues. 192 millions de vues pour la saison 2, ce qui en fait la 3e saison la plus vue, toutes langues confondues. On est donc à plus de 450 millions de vues, sans compter celle de la saison 3. Donc on a déjà dépassé les 500 millions de vues pour l'ensemble de la série Squid Game. C'est évidemment de très loin la série Netflix la plus vue. Est-ce que ça en fait forcément, du coup, sa plus grande réussite? Oui, financièrement, oui, parce que effectivement, ça a aussi permis le phénomène a été tel que plein de gens n'ont pas découvert Netflix, mais se sont dit, peut-être que celle-ci, il faut que je la voie. Donc peut-être que je vais m'abonner pour regarder cette série dont tout le monde parle à la machine à café. Donc il y a très peu de séries sur Netflix qui ont ce pouvoir-là. Je pense qu'on peut parler de Stranger Things, mercredi. Mais Squid Game est évidemment dans la Holy Trinity de Netflix. Et je pense qu'en ça, c'est une réussite. À voir ce qu'ils en font après. Oui, ça forcément, ce sera quelque chose d'autre. Est-ce que Netflix a réussi le coup du siècle avec cette série qui, par ailleurs, faut peut-être le préciser, ça coûte pas très cher en fait, Squid Game. C'est ça qui est fou, c'est que ça coûte un épisode, c'est 2 fois moins cher qu'un épisode de Stranger Things, ce qui est quand même hyper rentable. Mais je crois que Netflix n'a pas fait exprès à l'origine. C'est-à-dire que c'était pas conçu comme un produit qui était censé marcher. Donc même Netflix a été pris par surprise. Après, je rejoins Julie quand même sur une petite inquiétude sur ce qu'ils vont en faire après. Parce que ça forme, comme je disais, ça forme une œuvre d'auteur complète maintenant. Et j'avoue, j'ai pas envie de voir de suite. J'ai pas envie qu'on caricature en fait Squid Game en faisant de Squid Game ce que la série dénonçait. Et donc c'est le paradoxe, c'est que c'est une série qui dénonce les dérives du capitalisme, la marchandisation des corps, des produits, etc. Et qui se retrouve elle-même au centre de ça. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a du merchandising à fond. À Halloween, on va avoir plein de gens avec les costumes roses des gardes ou les costumes verts des prisonniers. Ça va être quelque chose où on va avoir des friandises Squid Game, les restaurants. Il y avait un restaurant Squid Game à Las Vegas qui avait ouvert côté Netflix. Télé-réalité. Une télé-réalité. Enfin voilà, on est vraiment là-dedans et c'est un peu paradoxal. Même on sent que son auteur a peut-être pas forcément envie. Je crois que j'ai vu 2-3 interviews de lui où il dit moi j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai raconté mon histoire. Maintenant, je suis un peu malheureusement obligé de. Mais il avait même pas vraiment envie de faire une saison 2 et une saison 3. Quand on écoute ses premières déclarations, lui, il avait conçu sa saison 1 comme un one-shot tout, et il laissait aux spectateurs le soin de déterminer ce qui arriverait à Ji-hoon, est-ce qu'il y retournerait, est-ce que ça vaut encore le coup de se battre. Et du coup, cette saison 2 et cette saison 3 sont déjà une volonté de Netflix de tabler sur cet énorme succès pour pas le laisser dormir bêtement, quoi. Enfin, bêtement. Si on parle d'héritage, il y a une rumeur qui bruise depuis un petit moment maintenant d'une adaptation d'une version américaine de Squid Game. On parle de David Fincher, c'est quand même pas un nom dégueulasse, hein, c'est quand même quelqu'un à Hollywood qui paraît donc quand même très très lié à Netflix maintenant depuis un moment. Un Squid Game version Fincher à la hollywoodienne, est-ce que ça vous fait quand même peur ou est-ce que ça vous tente un tout petit peu malgré tout? Ça ne me tente pas. Pas du tout? Ah non. Non, mais c'est aucune offense contre David Fincher. C'est juste que je vois vraiment pas ce que ça va raconter. Pour le coup, de nouveau, Squid Game est aussi une série ancrée dans la Corée, ancrée dans une histoire, dans un propos. J'ai l'impression que du coup, on va juste reprendre le concept et on va raconter autre chose, quelque chose de plus américain, quelque chose aussi qu'on a déjà vu, déjà entendu. Alors peut-être qu'il y aura une patte artistique intéressante. C'est pas n'importe qui est aux manettes et qu'il y aura sûrement un casting 5 étoiles. On le sait maintenant. On le suppose. Mais non, c'est vrai. En général, je ne suis pas contre les adaptations parce que c'est une nouvelle façon d'aborder une même histoire. Mais dans ce cas précis, ça montre vraiment un abus
marketing. Ouais. Julie, si ça sort, tu regardes? Je regarderai par curiosité. Après, je pense que Fincher peut peut-être réussir à adapter les thématiques à une Amérique contemporaine. Et forcément, il y aura quelques trucs d'intéressants. Mais je suis d'accord avec toi sur les destins des personnages et surtout la fatalité de la série en règle générale. Il ne pourra pas réinventer la roue, quoi. Donc, on regardera par curiosité. Oui, il y aura surtout la question des jeux. Oui. C'est quand même malgré tout au Oui. centre et ça devient un peu compliqué, même. Il joue La déjà version avec des coréenne armes aux avait États-Unis. déjà- Voilà, c'est déjà effectivement. C'est vrai. La violence, c'est quelque chose de vachement ancré. Et puis effectivement, les jeux, au bout d'un moment, vont pas pouvoir se renouveler éternellement. Des jeux de cours de récré, il n'y en a pas 100 000, Non. même si c'est un pays différent, il y en aura peut-être d'autres. Mais voilà, à voir si ça voit le jour un jour déjà. Hein, c'est pas sûr. Ça va aussi coûter plus cher, forcément. Si Oui, c'est Hollywood, je hein, il pense. faut payer déjà des gens. Surtout vu. Le casting sera effectivement, comme a dit Marcus, probablement avec un peu plus de têtes connues, Ouais. forcément, puisqu'on connaissait personne dans Squid Game. Voilà, affaire à suivre. Donc, est-ce que Squid Game aura une suite aux États-Unis, une nouvelle vie? On le verra. Mais je le disais en intro, Squid Game, c'est aussi et surtout le porte-étendard des séries coréennes qu'on appelle donc les K-dramas, comme il y a la K-pop, il y a les K-dramas aussi. C'est un genre qui existe évidemment depuis longtemps, hein, aussi longtemps que la télé coréenne finalement, mais qui a été longtemps, on va dire, cantonné à un succès local. Hein. C'était d'abord des séries qui étaient regardées en Corée, logiquement, puis au Japon, puis en Chine. Mais voilà, Squid Game a un peu tout changé. Ça a montré déjà aussi qu'on pouvait regarder des séries en coréen. Que les gens, on se dit, finalement, le coréen, c'est pas une barrière de la langue, quoi. C'est pas pire que l'anglais ou c'est pas pire que l'espagnol ou l'italien plus proche de nous. C'est donc devenu un phénomène un peu mondial. Marcus, toi, t'en regardes beaucoup. Comment tu définirais les K-dramas? C'est quoi les K-dramas? Est-ce que c'est déjà un genre ou pas? En fait, c'est beaucoup plus que juste une provenance géographique. Mhm. C'est pas des séries coréennes, ce sont des K-dramas. Et c'est très important de le Ok. préciser parce que oui, c'est un genre en soi avec ses propres codes, ses propres qualités, ses propres défauts. Par exemple, si vous allez sur un forum dédié au K-drama, vous verrez beaucoup ML, FL. Ça veut Mhm. dire male-led et female-led. Ok. Et donc, il y a tout un vocabulaire qui accompagne les K-dramas. Il y a, par exemple, des codes. On sait qu'il n'y aura pas de bisous avant l'épisode 9 ou 10. C'est Ah oui, une moi, c'est ce qu'on règle. m'a dit, c'est qu'effectivement, une les règle. histoires Pas du tout, même. d'amour sont extrêmement lentes. Ah oui. Et mais en plus, on sait à quel épisode. On le sait à l'avance. D'accord. Je l'affirme haut et fort. Regarder un K-drama, ce sera l'épisode 9 ou 10. Ok. Toujours, c'est D'accord. toujours ça. Et donc, oui, c'est vraiment un genre en soi et c'est une passion en soi. Je pense que quand on tombe dans les K-dramas, on tombe dans la marmite et on découvre à chaque fois de nouveaux types de K-dramas, de nouvelles choses et on a envie d'en parler avec des gens qui aiment aussi les K-dramas. Mhm. Et donc, on tombe dans une passion beaucoup plus que juste on regarde des séries qui viennent de Corée. Et alors moi, effectivement, je connaissais pas, évidemment, je sais ce que c'est que les K-dramas parce que je me renseigne, mais j'en avais jamais vraiment regardé. Et j'avais plutôt l'image, effectivement, parce que Netflix en propose régulièrement en page d'accueil, et j'avais plutôt l'image de séries romantiques, un peu gnangnan, avec des amours secrets, des triangles amoureux, ce genre de choses, qui se passaient souvent avec des personnes assez jeunes, ou en tout cas dans une vingtaine. Donc pas forcément moi ce qui m'attire le plus quand je regarde des séries. Mais donc en faisant mes recherches, comme tout bon journaliste qui se donne en faire, je me suis rendu compte que c'est bien plus vaste que ça. Il y a aussi des séries historiques, il y a des thrillers. Enfin, ça s'inscrit dans une pluralité de formats qui ressemble finalement à n'importe quelle autre production télévisuelle mondiale, quoi. Alors, les K-dramas sont gnangnang. Ils sont romantiques. Hein. Il y a Ok. des histoires d'amour, vraiment. Dans un des derniers K-dramas que je regardais, ils s'embrassent, il y a un feu d'artifice derrière. Je ne blague pas. Alors, Bridgerton fait pareil. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, par essence, les K-dramas sont romantiques. Mais c'est beaucoup plus large. Il y a beaucoup de polars. Mhm. Il y a aussi de l'historique, il y a de la fantaisie, il y a de la science-fiction. Mhm. Et puis, surtout, il y a un propos. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, le monde du travail est vraiment central. Même dans des K-dramas qui ne parlent pas du monde du travail, le monde du travail est au cœur du propos et du parcours des personnages. Un K-drama, en fait, est une quête initiatique. Tout K-drama est une quête initiatique pour chacun des personnages et chacune des personnages. C'est-à-dire que comment dire, ça va être une façon d'exprimer le rapport à notre identité. C'est des quêtes Ok. existentielles qui vont parler donc de politique, la politique de la Corée, qui Mhm. vont parler de la société, généralement la société de consommation, le capitalisme, encore une fois, le monde du travail, et puis aussi énormément de santé mentale. Le burn-out, Mhm. le traumatisme, le harcèlement scolaire, ce genre de choses. Donc c'est un genre qui est particulièrement profond, en fait. Ça, je tiens vraiment à mettre l'accent là-dessus. Et en ça, Squid Game, Ouais. c'est un K-drama. C'est un K-drama, mais qui est
un peu différent des autres quand Ouais. même. Et une chose qu'il faut savoir, c'est que très peu de gens sont venus au K-drama via Squid Game. Ok. Je n'ai jamais, bon du coup, comme je suis un peu fan, je l'avoue, je suis sur quelques forums, choses comme ça. Voilà, je ne connais On ne personne donnera qui pas tes sera- pseudos sur les forums. Dramarcus. Très marrant. Je ne connais personne qui, en voyant Squid Game, se soit dit tiens, j'ai envie de découvrir de nouveaux séries coréennes. Je ne sais pas tellement quel est le processus qui mène au K-drama. Alors, peut-être, bon, il y a sûrement quelques personnes qui sont venues au drama coréen via Squid Game. Mais ce n'est pas tant que ça le porte-étendard des K-dramas, à ma sensation. Peut-être que ce sera différent pour Julie, par exemple. Je ne sais pas. Moi, Parce que derrière toi, Julie, tu t'es un peu laissé tenter, t'en Oui. as regardé quelques-uns. C'est ça. En fait, je me suis intéressée pour le travail à Webtoon, donc, qui sont les manhwas, les mangas coréens. Et en fait, j'ai découvert que plein de webtoons étaient adaptés en K-drama, donc je me suis dit, je vais en regarder quelques-uns. Donc j'ai regardé All of Us Are Dead, donc là, qui est de l'horreur, zombie dans une école. J'ai beaucoup aimé. C'était très marrant. Et après, bon, j'ai pas pu m'empêcher d'aller regarder toutes les romances ou certaines romances qui étaient accessibles sur Netflix. Donc j'ai regardé Love Next Door, qui est une de leurs dernières, je crois. J'ai regardé Summer Strike et honnêtement, j'ai trouvé que c'était assez marrant d'anticiper les retournements quand on commence à avoir les mécaniques. Comme tu disais, le bisou n'arrive pas avant l'épisode 9 ou 10. On sait aussi qu'il va y avoir un gros drame quelque part, un truc qu'on n'a pas vu venir. Hein. Vraiment, ça te chope, c'est tout mignon, tout le monde est heureux, puis après ça te chope avec des histoires de maladies. Non, franchement, c'est assez amusant à regarder. Et moi, je trouve qu'en termes de mise en scène, c'est vraiment très plaisant. Il y a des vrais moments qu'on trouverait kitsch, mais qui marchent vraiment bien dans le concept du K-drama, avec des ralentis, avec de la musique et des gling gling gling. Je trouve ça trop bien, j'aime Des beaucoup. trucs qu'on n'oserait jamais On assumer en n'oserait France. pas, parce qu'on est un peu ennuyeux en France. Oui, nous, on est très en termes sérieux. de mise en scène, on fait pas grand... Enfin, c'est pas vrai, mais beaucoup de séries font pas grand-chose en termes de mise en scène. Là, on n'a pas peur d'aller chercher dans le cheesy, et je trouve ça trop cool. Ah, faut se lâcher devant un Ouais. K-drama, faut se lâcher. Mais quand même, la qualité de cinématographie des K-dramas, quand même, faut aussi le dire. C'est-à-dire que je me permets de dire que je trouve que les K-dramas sont d'une qualité cinématographique qui va bien au-delà de l'immense majorité des séries occidentales. Ok. C'est un plaisir pour les yeux. On a parfois des plans. Mais je suis transi face à quand on aime le beau cinéma, les beaux plans, la belle, comment on appelle ça, la belle photographie. Ouais. C'est magnifique. Il faut dire aussi qu'il y a une école de cinéma en Corée, de manière générale, qui est une des plus grandes écoles de cinéma au monde, qui fait des films absolument incroyables très régulièrement. Il y a quand même un lien entre Squid Game et le phénomène des K-dramas. C'est quand même Netflix dans cette histoire, puisque c'est elle qui, en premier, a cru au potentiel, a peut-être senti même le potentiel des K-dramas dans le monde, et pas juste à se dire c'est des séries coréennes pour les Coréens ou pour l'Asie. Peut-être justement grâce au succès de Squid Game, en se disant bah tiens, si les gens sont prêts à regarder une série en coréen et d'en faire la série la plus vue de l'histoire de notre plateforme, peut-être qu'ils seront prêts à regarder une romance en coréen, peut-être qu'ils seront prêts à regarder une série historique en coréen. Et je disais même qu'en 2023, Netflix a produit plus de K-dramas en interne avec ses moyens de production que les chaînes de télé coréennes gratuites. C'est quand même fou. Oui. Je pense que Netflix a vu le potentiel addictif des K-dramas. Parce que, comme je te disais, quand tu tombes dans la marmite des K-dramas, tu en regardes encore et encore. Et puis, c'est des saisons de 16 épisodes. Ce sont des mini-séries de 16 épisodes. Généralement, il n'y a jamais de suite. Il n'y a jamais de saison 2. Enfin, c'est très rare. Ouais. Je pense qu'ils ont vu ce potentiel-là d'en faire quelque chose comme ça qui fidélise aussi. Parce que comme c'est une communauté, ça signifie que les personnes qui aiment les K-dramas et qui veulent en voir, ils vont rester sur Netflix pour continuer à en voir toujours plus. Donc je pense effectivement il y a eu ce regard-là. Après, là, de plus en plus de plateformes mises dessus. Prime Video, Disney+, en... commence à aussi étoffer leur catalogue avec, alors souvent par des achats plutôt pour l'instant. Oui, des achats. Des gros cartons quand même aussi. Mais effectivement, il y en a pas mal qui fonctionnent. Et un autre chiffre que je vais donner, 60% des téléspectateurs de Netflix, c'était encore en 2023, avaient visionné au moins un programme sud-coréen. Alors évidemment, on se doute que Squid Game grossit beaucoup ce chiffre, mais ça montre que c'est devenu aussi quelque chose d'ampleur mondiale. Marcus, tu nous as bien défini un peu ce que c'était les K-dramas. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas forcément les K-dramas, qui nous regardent et qui se disent tiens, oui, d'accord, mais moi, par où je commence Est-ce que tu as 2-3 petits conseils de K-dramas pour nous faire découvrir ce genre, justement?
Alors, le problème, c'est que je ne peux pas en citer 100. Non, je te confirme, vu le temps qu'il nous reste, je te confirme que tu ne peux pas en citer 100. Non, mais en fait, il y a ce que j'appelle la 5 Trinité, c'est-à-dire 5 qui, pour moi, sont vraiment très importants, mais je peux me restreindre à 3 si... Vas-y, prends ton temps, donne-nous les 5, comme ça les gens pourront piocher. Mais il y a de tout. Mais le premier, vraiment, c'est The Glory. The Glory, qui est, je pense, peut-être le K-drama le plus successful sur Netflix après Squid Game, même en termes d'audience, hein, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas les chiffres, mais c'était assez énorme. Et c'est un K-drama qui montre à quel point la fiction coréenne peut rentrer dans le vif, dans les tripes. Parce que c'est une œuvre qui parle de harcèlement scolaire, mais qui le fait de manière, brutale. D'accord. C'est violent et c'est une œuvre très importante qui rend hommage à toutes les victimes de harcèlement scolaire dans le monde, sachant que le harcèlement scolaire est très présent en Corée, partout dans le monde, hein, mais très présent en Corée, que pour eux, c'était vraiment une catharsis de créer cette œuvre, mais que pour toute personne qui a vécu du harcèlement scolaire, c'est une sorte d'externalisation, de guérison, de voir un adulte prendre sa revanche et aussi exprimer son traumatisme à l'âge adulte. Donc ça montre à quel point les K-dramas ont cette capacité à aborder la santé mentale, à aborder des sujets importants qui vont nous prendre aux tripes et aussi nous toucher à titre vraiment personnel et changer des choses pour nous. Voilà. Un autre exemple à nous conseiller? Oui, Summer Strike, évidemment. Summer Strike. C'est mon K-drama préféré. C'est l'histoire d'amour introvertie par excellence. Et je ne connais pas d'autres œuvres qui créent comme ça une histoire d'amour entre introvertis et qui soit à ce point aussi réparatrice, parce que ça démarre avec un burn-out, une héroïne qui part dans la campagne se reconstruire, et c'est très doux, très calme, et étonnamment, ce n'est absolument jamais chiant. C'est passionnant, et franchement, si vous avez besoin de vous sentir mieux, de vivre une histoire d'amour entre deux introvertis tout mignons, foncez. Je vois que Julie est d'accord. Oui, j'ai beaucoup aimé. Tu disais que tu l'avais regardé, t'as aimé aussi, tu recommandes? J'ai trouvé ça très c'était une de mes premières, et j'ai trouvé ça très déroutant, parce qu'on en parlait, ça va là où tu t'attends pas. Pourtant, c'est la beauté de la banalité, je trouve. Il y a un vrai accent mis sur les moments de vie, les relations qu'on se crée, qui sont pas des relations grandiloquentes, des histoires d'amour avec un grand A, enfin si, mais pas des élans amoureux comme on a l'habitude de voir, et je trouve ça vraiment intéressant. Et la façon dont le masculin est représenté aussi, ça fait un peu du bien aussi. Ok. Allez, une troisième pour terminer, Marcus. 25-21, qui est la représentation ultime de ce que c'est qu'un K-drama dans l'approche d'une quête existentielle. C'est la série qui m'a donné envie de faire de l'escrime. Parce qu'ils ont eu la capacité de prendre un sport et de montrer quel était son sens philosophique dans la façon d'aborder la vie. Et les K-dramas, c'est vraiment, je vous dis, c'est votre miroir de santé mentale. Et vraiment, c'est le K-drama ultime. Voilà, et je veux vraiment juste caser Alchemy of Souls. Si vous aimez la fantasy, c'est la meilleure série de fantasy qui n'ait jamais été produite. Elle est coréenne et c'est donc Alchemy of Souls. Rien que la cinématographie va vous souffler. D'accord, il y en a donc du coup pour tout le monde. Il y a de la romance, il y a de la fantasy, il y a de l'horreur, même si on regarde All of Us Are Dead sur le conseil de Julie. On espère que vous avez appris des choses en nous écoutant pendant ce débat. Moi, c'est mon cas, parce que j'avoue que j'avais regardé que Squid Game. Je suis partie des gens qui ont vu que Squid Game en série coréenne, et pourtant, je sais que j'adore le cinéma coréen, donc du coup, ça me donne très envie de voir ce qu'ils font en série. Maintenant, je vais aller regarder quelques K-dramas dans la fraîcheur de mon appartement confiné derrière mes volets. Mais avant de vous laisser, puisque l'émission n'est pas terminée, on va vous recommander d'autres séries. Elles ne sont pas coréennes cette fois, c'est les séries de la semaine. Les séries choisies par nos invités, celles qu'ils ont bien aimées et qu'ils vous recommandent de regarder. Je commence avec toi, Julie. Tu nous conseilles une série que j'adore, je ne pourrais que plus soyer cette reco. C'est The Studio, la série sur les coulisses d'Hollywood à voir sur Apple TV+. C'est ça, c'est une série de Evan Goldberg et Seth Rogen, les réalisateurs de L'Interview qui tue notamment. Et elle nous plonge dans le Hollywood contemporain aux côtés d'un nouveau directeur de studio. Il vient tout juste d'être promu et il doit accompagner des projets jusqu'à leur sortie. Donc on a des films très ambitieux d'auteurs et puis d'autres un tout petit peu moins. Voire pas du tout. Voire pas du tout. Il y a un film sur la mascotte d'une boisson, une boisson pour enfants aux États-Unis. Ça peut paraître complètement délirant. Je rappelle juste que Mattel veut faire un film Uno, donc pas tant. Oui, non, c'est d'ailleurs comme ça qu'ils partent du principe dans la série. Hein. Et en fait, c'est plein d'épisodes. Donc c'est des épisodes très courts, une vingtaine de minutes, sauf le premier. Il y a une mise en scène qui est vraiment trop bien. Et on suit ce personnage-là, donc, et
tous ceux qui l'accompagnent, c'est Son ses équipe de collaborateurs, producteurs, c'est ça. la team marketing, tout ça. C'est ça, et ça décortique Hollywood sous plein d'aspects, c'est hyper malin. Ça s'amuse avec le format donc de son épisode avec des séquences en plan-séquence. Ça s'amuse avec des genres. Il y a un épisode qui s'inspire du film noir. C'est vraiment très malin, c'est très bien incarné. Seth Rogen est incroyable. Toute sa distribution autour de lui est vraiment folle aussi. Tout le monde s'en sort super bien. C'est exigeant, c'est malin. Et ça passe à une vitesse éclair. Moi, je l'ai dévoré beaucoup trop vite, en 2 jours, je crois. J'ai adoré et je vous conseille de regarder. Et surtout, vous ne serez pas déçus. Il y a déjà la saison 2 qui a été commandée. Ouais. Donc, on ne restera pas sur une fin. Nouvelle. Voilà. Et moi, je le recommande aussi parce qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui se disent « Ah oui, Seth Rogen, c'est vrai que c'était un peu de l'humour, un peu débile parfois. C'est un peu avec James Franco, machin, etc. » C'est beaucoup plus exigeant, je trouve que c'est le bon mot. Alors, il faut aimer Hollywood. Il faut aimer un peu s'intéresser aux coulisses de comment sont faits les films, comment fonctionne le box-office, comment fonctionne la production, etc. Mais on apprend aussi des choses au passage, parce que c'est très documenté, c'est quand même des gens qui bossent dans ce milieu, et c'est surtout extrêmement drôle, avec beaucoup de bonnes idées. Voilà, on vous recommande de regarder donc The Studio, c'est dispo en intégralité sur Apple TV+, ça se regarde très vite. Et ça détend un bon coup. On va terminer avec toi, Marcus. Du coup, tu nous recommandes une série colombienne. C'est pas souvent qu'on parle de séries colombiennes dans l'épisode suivant. On change, voilà, on est pas des séries coréennes. On change totalement de continent. C'est la série La Primera Vez. C'est mon meilleur accent d'espagnol de LV2. La Primera Vez, qui s'est achevée en mai. Pourquoi c'est bien ? Alors, c'est l'histoire, très rapidement. C'est l'histoire des années 70. C'est l'histoire de la première fille à rejoindre un lycée. Voilà, on est à Bogota, années 70, et c'est la première. Donc, elle va un peu, on va dire, perturber les idées reçues que les garçons ont sur le monde. Voilà, tout simplement. C'est un bijou qui est passé totalement inaperçu. La saison 3 n'est même pas montée dans le top 10. Mais c'est vraiment la série féministe par excellence. C'est complètement génial. Et il y a quelque chose de très jouissif dedans, c'est que c'est une série qui ridiculise la masculinité. C'est-à-dire qu'il se moque un peu de ce qu'il y a d'absurde dans la masculinité. Et ça fait du bien de voir la masculinité toxique être tournée en dérision. Mais un peu plus que ça, parce que dedans, les hommes, ils se remettent en question. Et in fine, on assiste à une sorte de pluralité de masculinité, à un monde qui change, à une autre approche des relations entre les hommes et les femmes. Et c'est un plaisir politique d'assister à cette sorte de rébellion globale de la part de tous les personnages, qui ne se fait pas forcément, qui se fait un peu dans la sueur, pour certains, notamment le père en particulier. Mais ce sont de très beaux parcours. Et puis aussi, c'est un plaisir évidemment d'en apprendre plus sur l'histoire de la Colombie, sur ce qui s'est passé dans ces années-là, sur la politique dans ces années-là, de découvrir encore une fois, un autre continent, une autre histoire. Donc voilà, n'hésitez pas à voyager entre la Corée et la Colombie, des pépites cachées. Un voyage multilingue. Comme ça, et encore une fois, juste aussi la qualité visuelle. Aussi ce que j'ai en regardant les images, ça a l'air assez joli, une patinée effectivement qu'on retrouve dans ce genre de truc d'époque. Toujours sympa, mais on retrouve aussi les papiers peints de l'époque, les costumes de l'époque, les chemises avec les cols pelle à tarte. Donc il y a 3 saisons et c'est une série terminée. Donc à découvrir quand il fait chaud. Comme ça, c'est parfait, on n'a pas besoin de s'engager pour 1000 ans. Donc à voir sur Netflix. Ça s'appelle La Primera Vez pour 3 saisons. Voilà, à voir sur les conseils de Marcus. Merci Marcus, c'était un plaisir de t'avoir pour cette émission aujourd'hui. Je rappelle que tu es donc journaliste à Numérama, c'est donc là qu'on peut te lire logiquement. Tu parles donc de streaming en partie, tu parles de science aussi, de tech plus globalement. Oui, de plein de choses effectivement. J'aime bien avoir plusieurs cordes à mon arc. Voilà, allez lire ce que fait Marcus sur Numérama, c'est toujours très intéressant. Et merci Julie, Juliette, toujours un plaisir de t'avoir dans l'émission, chef de la rubrique cinéma et séries du Journal du Geek. C'est là qu'on peut aussi lire tous tes articles sur les films, les séries du moment. Il y en a beaucoup qui sortent, en plus c'est l'été, donc il y a tous les blockbusters qui arrivent, des grosses séries, allez lire tout ça. Merci aussi à vous de nous avoir suivis derrière votre écran. C'était toujours un plaisir d'animer cette émission. Il nous en reste une la semaine prochaine avant de fermer boutique pour l'été. Celle-là, en l'occurrence, elle est à revoir en replay partout. Vous avez l'habitude sur YouTube, en podcast, sur Tech & Co. Voilà, on est partout, sur toutes les plateformes. Et donc, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière de la saison d'épisodes suivants.